Bonjour et bienvenue à ce sixième webinaire sur l'automatisation. Il n'était pas véritablement prévu. Il était question normalement d'arrêter au cinquième webinaire parce qu'on avait fait le tour des différents sujets que je souhaitais aborder. Mais j'ai eu un certain nombre de remarques sur le dernier webinaire. Les remarques étaient les suivantes. En Vagrant, c'était pas facile a priori de suivre à la fois la façon de l'utiliser et à la fois l'architecture qui avait été générée. Ça, c'était la première remarque. Et la deuxième, c'était une remarque qui tendait à se demander si, avec Juniper, il était possible de monter une simulation plus visuelle autrement qu'avec Vagrant. Alors, oui, bien évidemment, je l'avais d'ailleurs précisé, on pouvait le faire autant en GNS3, FNG qu'en Vagrant. Et pour lever tout doute, eh bien, je vous propose rapidement de revoir les différents playbooks Ansible que l'on avait utilisés la dernière fois, réadaptés face à une simulation réalisée en FNG, toujours avec les VQFX Juniper, toujours avec la Routing Engine, c'est-à-dire uniquement le control plane pour alléger les ressources nécessaires pour faire tourner la simulation. On n'y met pas la forwarding packet engine qui serait une autre VM à connecter. Pour information, ce webinaire est enregistré. Je m'appelle Gilbert Moisio et ceux qui veulent en savoir un petit peu plus sur moi ont des informations publiques sur mon profil LinkedIn. La dernière fois, c'est vrai que c'était pas visuel. Voilà, en fait, l'architecture que l'on avait montée en Vagrant. Pour cette fois-ci, elle est montée sur FNG. On retrouve les deux spines, on retrouve les deux leafs, les leafs étant interconnectés sur les deux spines. Et chacun de ces commutateurs virtuels sont attachés à un réseau out-of-band management par lequel on va pouvoir communiquer avec ces équipements. Vous voyez, effectivement, c'est beaucoup plus visuel. On voit que les EM0 de tous les équipements sont connectés sur un bridge qui nous amène sur le LAN, avec un serveur DHCP sur le LAN qui leur a attribué une adresse IP d'administration out-of-band. Et ensuite, on utilise les interfaces, la façon dont les interfaces sont numérotées ici peuvent sembler déroutantes, mais elles correspondent la dernière fois aux interfaces EM5 et EM6 que l'on utilisait sur les control planes en Vagrant. C'est exactement la même chose. En réalité, ce sont les mêmes EM5, EM6 que l'on utilise, mais qui s'appellent ici différemment. Sur le schéma, FNG les voit comme des interfaces XE. Cette interface, on n'a pas vraiment besoin de l'utiliser de manière soutenue, puisque une fois que l'architecture est créée, maintenant, en fait, c'est depuis Ansible que l'on va naviguer dans les différents tests que l'on avait fait. On avait fait un test qui faisait appel à un petit playbook qui était un playbook qui permettait de récupérer la version des équipements. On ne va pas réexpliquer dans ce webinaire ce playbook, c'est pas le but. Mais ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre en évidence quand même un certain nombre de différences que l'on avait avec les différents paramétrages de la dernière fois. Sur Ansible CFG, une toute petite différence, c'est que l'inventory n'est plus dans un répertoire Vagrant avec des informations qui avaient été mises en place par Vagrant. On retrouve un fichier host local au répertoire dans lequel, de manière assez classique, les différents équipements ont été identifiés par un nom et une adresse IP. J'ai fait en sorte de garder la même organisation host, groupe qu'il y avait la dernière fois dans Vagrant, de manière à ne pas dérouter. On avait un groupe Spine dans lequel on avait les Spines, un groupe Leaf, un groupe QFX qui reprenait la totalité des équipements et un groupe All qui reprenait le groupe QFX. Donc j'ai gardé cette même organisation pour que ça soit totalement proche de ce que l'on avait fait. Si je lance un Ansible Playbook de get version, rappelez-vous, on ramassait la version des équipements en générant une requête RPC et en allant lire dans la structure XML que l'on avait reçue un certain nombre d'informations qui nous permettaient d'afficher que le device fait tourner telle version de software. On le lance, il va passer sur la totalité des équipements pour m'afficher des informations
identique à celle qu'on avait la dernière fois, à savoir que device is running, une version qui est 18.4.1.8. Alors en Vagrant, on avait installé une 19.4. Là, j'ai fait tourner une 18.4. Il n'y a pas de réelle raison à cela, si ce n'est que pour monter rapidement ce webinaire, j'avais moi une infrastructure FNG qui existait avec déjà une 18.4 R1 dedans et je n'avais pas une 19.4 et je n'ai pas voulu prendre le temps de télécharger la 19.4 pour l'inclure dans FNG. C'est la seule raison. Il n'y a pas de raison technique, d'impossibilité ou quoi que ce soit qui se cacherait derrière. À part le get version, on avait lancé un getfax. Getfax donc, faisait appel au module Juniper Junos Fax, module qui vient de la Galaxy. Vous vous rappelez, on avait parlé des modules qui faisaient partie du corps d'Ansible et des modules qui étaient dans la Galaxy. Cette fois-ci, comme je suis en environnement virtuel Python, j'ai dans le rôle Galaxy localement en fait le Juniper Junos qui a été téléchargé par un Ansible Galaxy Install. Donc tout est prêt pour pouvoir lancer mon getfax. Si vous vous rappelez qu'en fait, dans les fax qu'on ramenait, ce qui nous intéressait, c'était d'avoir le hostname et la version pour construire une phrase qui était device et le hostname fait tourner la version et le numéro de la version. Donc en fait, on a device spine 01 runs version et on a la 18.4 R1.8. Donc on retrouve la même information que tout à l'heure, mais ramassée de manière différente. Le get config, le but de ce playbook, si vous vous rappelez, c'était de pouvoir aller chercher la configuration. Alors, c'est toujours un Juniper Junos Fax, mais dans lequel on va lui passer un paramètre qui est le config format. Et dans la mesure où on passe ce paramètre, il sait qu'il doit ramener la configuration et la ramener dans un format qui est celui que j'ai demandé. Alors, ça pourrait être ne pas le ramener, c'est non, le ramener en XML, le ramener en format 7, le ramener en format texte, qui est le format Juniper par défaut, ou le ramener en format JSON. Et moi, le format qui m'intéressait ici, c'est le format 7. Et une fois que j'ai ramené la version, il va la sauvegarder dans un fichier dont le nom va être construit à partir du hostname et de la date et de l'heure du moment, avec un point .conf à la fin. On va le lancer pour vérifier qu'il me ramène la configuration comme je le souhaite. Donc, il va passer sur tous les équipements, récupérer la configuration et puis l'enregistrer dans des fichiers. Et si je regarde dans mon répertoire localement, j'ai 4 nouveaux fichiers qui ont été créés. Si je vais regarder le contenu, je retrouve ma configuration au format 7. Ça, c'est ce que je lui avais demandé. Donc, pas de souci. Je vais détruire les fichiers parce que je ne souhaite pas les garder. Voilà. Voilà pour ce qui est de la configuration de base des playbooks. Si vous vous souvenez, l'objectif du webinaire précédent, c'était de construire une infrastructure Spine and Leaf avec un underlay en eBGP. Donc là, c'est le même genre de playbook que l'on va utiliser. Quelques petits points ont été adaptés à l'intérieur de ces playbooks. Si je prends l'underlay BGP task main, voilà, je retrouve ma structure. Dans le template, je retrouve mon template avec les variables qui sont dans les groupes var et les hosts var. Pas grand-chose n'a changé là-dedans. On retrouve nos liens, nos interfaces, nos connexions, et on retrouve par équipement des paramètres qui permettent de définir l'architecture. Donc ça n'a pas véritablement beaucoup évolué, juste des petits détails qui ont été ajustés pour pouvoir fonctionner dans l'environnement dans lequel je le fais fonctionner là, mais ce sont des détails sans grande importance. Donc Ansible Playbook de site.yaml, qui est le playbook principal, à l'intérieur duquel il y a un certain nombre de rôles qui ont été définis et des tags qui ont été associés de manière à ce que je puisse lancer que certaines actions. En l'occurrence, je veux en fait qu'il me configure BGP
Donc, je lui dis de me faire ça, ce qui fait qu'il va il va lancer le rôle Juniper Junos, c'est-à-dire qu'il va charger quand même les modules nécessaires. Il va faire le rôle common, ici, puisque le tag BGP lui est associé. Common, ce sont des configurations communes à la fois à l'infrastructure BGP, à la fois à l'infrastructure OSPF, puisqu'après, on s'amusera à changer complètement l'infrastructure. Et il fait l'underlay BGP, le rôle underlay BGP pour la configuration. On le lance. Donc d'abord, il construit la configuration common, donc il va l'appliquer sur les équipements. Il va construire la configuration BGP et l'appliquer sur les équipements. Une fois que c'est appliqué sur les équipements, je peux vouloir faire un check de l'infrastructure BGP. Si vous vous souvenez, dans le dernier webinaire, on avait été voir en détail ce qui était le check, un ensemble de tests qui sont faits en Ansible. On va regarder si les interfaces admin status sont up, si les operational status sont up. On regarde également si les BGP peer states sont established. Donc, toujours le même principe, on lance une commande et le retour de la commande que l'on reçoit en XML, puisqu'on lui a demandé, on va aller rechercher dans la structure XML un champ particulier et on va regarder quelle est la valeur de ce champ. On regarde si les équipements ont appris quelques routes en BGP. On regarde où en sont les routes BGP avec une autre méthode que celle qui est au-dessus. Donc, ce n'est pas la même commande. Ici, c'est un showroute receive protocol BGP. Ici, c'est un showroute protocol BGP. Donc, mais l'idée reste la même. On va chercher des informations. Ici, c'est pour montrer qu'en fait, on peut lister plusieurs conditions pour estimer que le test s'est bien réalisé, sachant que sur chacun des tests, j'ai mis un ignore errors à yes, de manière à ce que si le test échoue, il passe quand même au suivant. Ça m'intéresse qu'il déroule la totalité des tests. Et dernier test, on va aller sur chacun des équipements pour voir si on peut pinguer par les interfaces les équipements qui sont en face de chacun des équipements. Donc, il fait des boucles en allant chercher les informations dans les fichiers du groupe var et du host var. Donc, on va lancer le check BGP et on va vérifier si la configuration est bien réalisée. Vous avez vu que sur chacun des tests, il y avait des timers. Ça, c'était déjà le cas la dernière fois. Ces timers et ces retries sont là parce que le protocole BGP peut mettre un petit peu de temps à monter en fonction de la puissance de la machine sur laquelle on fait tourner la simulation. Donc, on lui laisse la chance d'attendre un petit peu pour qu'il reçoive bien les informations que l'on attend et qu'il vérifie si tout est correctement monté en laissant éventuellement quelques délais. Donc, on voit que tout est bien monté, tout est retourné avec OK. Donc, l'infrastructure BGP est fonctionnelle. On avait fait la dernière fois un passage d'une infrastructure BGP à une infrastructure OSPF. C'est ce qu'on va faire aussi cette fois-ci. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va enchaîner à la fois la réalisation de l'infrastructure, mais aussi le check de l'infrastructure, exactement comme on avait fait la dernière fois. Donc, de la même manière, il va construire la configuration. Alors, la common, il l'avait déjà. Et il va appliquer la configuration OSPF sur les équipements. Et il enchaîne immédiatement le check. Alors là, les timers prennent toute leur importance parce que comme on vient d'enchaîner immédiatement la configuration et le check, il se pourrait qu'OSPF mette un petit peu de temps à monter. C'est pour ça qu'on va avoir peut-être un affichage qui va être un peu chaotique parce qu'il faut le temps que le protocole alimente correctement les tables. Mais bon, pour l'instant, il va quand même assez vite. Ce n'est pas la même infrastructure que la dernière fois. Je fais tourner la simulation sur une machine un peu plus puissante que celle que j'utilisais pour faire Vagrant. On avait fait des tests robots. Donc les tests robots, c'était pour montrer le fonctionnement d'un outil qui est très utile pour tout ce qui est test d'acceptation. Là, le but n'était pas vraiment de faire des tests d'acceptation, mais de montrer en fait le fonctionnement. Donc le fonctionnement de robot, si je prends les fichiers rapidement pour les remontrer, on avait le principal qui est le fichier de test de robot.
Le fichier de test de robot fait appel à une librairie que j'ai écrite pour la circonstance, une librairie Python, qui permet d'aller sur l'équipement, se connecter et ramener des informations. Et puis, on a deux fichiers de variables, des fichiers de variables qui permettent à la fois d'apporter des informations de connexion et à la fois d'apporter des informations d'inventory. Ces fichiers de variables sont injectés à l'intérieur de mon fichier test, à l'intérieur duquel je veux vérifier juste une chose toute bête. Est-ce que les équipements ont bien la version 18.4R1.8 dessus? Pour ça, il va boucler sur l'ensemble des équipements qui sont déclarés dans l'inventory. L'inventory qui est ramené ici. Alors, je passe les problématiques de syntaxe, ce n'est pas l'objet du jour, je l'avais un petit peu expliqué la dernière fois. On se connecte sur l'équipement, puis on récupère la version et on vérifie que la version qu'on a récupérée est bien égale à la version que l'on attendait. Puis on ferme la connexion. Donc si on lance le fichier robot, il va tourner sur chacun des équipements et vérifier donc que j'ai une version qui correspond à celle qui est attendue. Et si c'est le cas, il me dira que tout s'est bien passé. Voilà, donc tout s'est bien passé. Si je veux en savoir un peu plus sur le résultat, idéalement, j'ai des fichiers HTML qui ont été créés. Ici, j'ai notamment un log.html. En fait, log.html est un fichier, je vais vérifier, normalement, on va voir si ça marche. Ça ne marche pas parce que l'adresse IP n'est plus la même. Je vais la changer vite fait. Donc, le fichier, j'ai une 223. 223. Effectivement, ça n'a absolument rien à voir. 189, 108, 1, 223. Ok, ça je le garde en mémoire. Ça me servira tout à l'heure. Je relance un serveur web rapide qui va me permettre ici d'accéder à mon répertoire. On a dit que c'était sur le port 8000 qu'il était ouvert. Je liste mon répertoire, le contenu de mon répertoire et le log.html qui m'intéressait me donne les informations. Alors, je sais que ça s'est bien passé, ça, il me le dit ici, mais ce que je peux voir, c'est qu'en fait, il a bouclé sur les 4 équipements et je peux savoir sur les équipements ce qu'il a fait. Je peux aller loin dans le détail pour aller regarder comment s'est passé le test. Ça a un gros intérêt, surtout quand le test se passe mal, évidemment. Je vais stopper mon serveur web ici. Voilà, l'idée c'était juste de vous montrer que cette infrastructure, c'est exactement la même que l'on avait montée la dernière fois, mais je vous l'accorde, en Vagrant, c'est certainement moins visuel. Vagrant est fait essentiellement à la base pour des développeurs, donc c'est pas très démonstratif, c'est fait pour travailler localement sur sa machine. Là, ça a une forme qui est un petit peu plus démonstrative, et c'était pour vous montrer également, pour ceux qui avaient des doutes, qu'il n'y a aucun souci pour monter une infrastructure FNG comme on pourrait le faire en GNS3 avec des VQFX Juniper. Merci de votre attention et je pense que cette fois-ci, ça sera peut-être le dernier webinaire sur l'automatisation. À bientôt.